est-ce que le leadership sobre veut dire d'un leadership partagé? Et pour éclairer ce sujet, qui est un sujet quand même qui est vaste et très complexe, qu'on peut aborder sous différents angles, du coup, j'ai le plaisir d'accueillir 4 personnes autour de cette table ce matin. Tout d'abord, Céline Pedonnier, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, directrice au sein du groupe SOS, de tout ce qui est commerce et services, en tout cas, du groupe, et qui introduira le sujet de la sobriété, justement, pour éclairer ces différentes dimensions. Et ensuite, nous aurons 3 intervenants qui, chacun, nous parleront de comment leur organisation a avancé, s'est confrontée au sujet du leadership sobre. Tout d'abord, Thomas Lemal, cofondateur de OE, qui est marque de vin bio engagée, qui est aussi la première marque de vin à avoir réintroduit la consigne en France. Ensuite, nous aurons Mathieu Dardaillon. Mathieu qui est cofondateur et président de Ticket for Change. Ticket for Change qui accompagne les individus à activer leurs talents pour mettre l'impact positif au cœur de leur travail. Et pour terminer ce tour d'horizon, nous aurons Youssef Achour, qui est président du groupe UP, et qui est une coopérative depuis déjà de longues années, une longue expérience en tout cas du leadership partagé, et qui est créatrice de solutions de paiement et de services à utilité sociale et locale. Donc on a un beau tour de table. Alors on va avoir un timing un peu serré, donc je remercie déjà mes intervenants de respecter ce timing, puisque l'idée de cette masterclass, on va avoir 2 grands moments, on va dire, dans cette matinée, dans cette heure. Vous avez la présentation, j'ai oublié de me présenter. Moi je suis Éric Dangenière de Ticket for Change également. Et donc les 2 grands moments, c'est d'abord ce moment d'intervention, d'inspiration, où là vous aurez des éclairages, en tout cas autour de cette thématique du leadership sobre. Et le deuxième temps qu'on vous propose, c'est un temps d'intelligence collective. L'objectif, si on est tous réunis ici, c'est pour passer à l'action autour du sujet de la sobriété. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez été, que la salle est organisée autour de petits groupes de 7 personnes, puisqu'on organisera, des petits groupes d'intelligence collective. Je vous en dirai un peu plus après, en cas pour que vous puissiez aussi vous projeter sur la thématique de la sobriété dans vos organisations actuellement. Voilà. Et pour pas perdre de temps, je vais te laisser la parole, Céline, pour introduire ce beau sujet. Merci beaucoup, Eric. Bonjour à tous. Alors effectivement, on m'a désignée comme experte. Je tiens à vous l'avouer, je ne suis pas complètement experte du leadership sobre, mais je vais quand même essayer d'introduire ce propos. Quand j'ai vu, pour tout vous dire, qu'on était en compétition avec Jean-Marc Jancovici dans la salle d'à côté, je n'étais pas hyper confiante sur le taux de remplissage de la salle. Donc merci beaucoup à tous d'être dans cette pièce, parce que nous sommes finalement nombreux. Alors, pour me présenter, effectivement, je suis membre du directoire d'un groupe qui s'appelle le groupe SOS. C'est une gouvernance collégiale et donc un peu partagée. Donc, je ne sais pas si je suis experte, mais j'ai expérimenté la question au quotidien depuis plusieurs années. Et je m'occupe effectivement, comme Eric le disait, d'un champ d'activité qui est celui qu'on appelle le secteur commerce et services. Donc, ce sont des entreprises d'insertion pour la plupart qui commercialisent des produits et des services dans une optique d'impact social et environnemental. Et puis, j'ai un deuxième champ de responsabilité, parce qu'au sein du groupe SOS, on partage un certain nombre de champs. Et donc, je partage avec le DRH du groupe et le secrétaire général un champ de responsabilité sur la question des ressources humaines. Et donc, toute cette question de la mobilisation des talents et donc du leadership partagé m'amène à me poser énormément de questions sur la manière de mobiliser. Et donc, c'est à ce titre-là que j'ai accepté d'introduire ce propos. Alors, si vous êtes dans cette pièce ce matin, c'est que, j'imagine pour la plupart, vous êtes convaincus que la sobriété est une des solutions, voire la seule solution, à l'équation, qui est un peu l'équation cruciale du moment, c'est comment on permet sur cette planète à chacun et chacune de répondre à ses besoins essentiels et de vivre une vie heureuse dans le cadre d'une planète aux limites finies et pour certaines déjà dépassées. Mais notre petit entre-soi de convaincus ne doit pas nous faire oublier qu'en dehors de ce cercle, il y a encore beaucoup de personnes pour qui cette notion de sobriété est plutôt synonyme de déclin, de privation, en gros de la promesse de jours un peu moins heureux, et que donc on a un travail de conviction énorme à faire. Et c'est là qu'intervient cette notion de leadership, parce que le leadership, on le définit souvent comme cette capacité à fédérer, à emporter la conviction d'autrui et à mobiliser vers un but commun.
Donc c'est une notion qui est quand même, il y a un côté un peu pouvoir magique à cette histoire de leadership, et donc ça a été très étudié en recherche académique sur comment ça fonctionne le leadership. Alors ça fait des décennies que la recherche académique s'intéresse à comment ça fonctionne. Bon, il y a énormément de travaux sur les typologies de leadership. On parle de leadership participatif, directif, délégatif, persuasif. Enfin, il y en a probablement plus que ça. Certains dans la salle s'y connaissent probablement mieux que moi. Ce qui est certain, c'est que quand on lit un peu ces résultats de recherche sur comment ça fonctionne le leadership et qu'on regarde de l'autre côté ce que va requérir cette transformation collective vers une sobriété heureuse, on voit que tout pointe dans la direction d'une nécessité d'un leadership plus partagé. Parce qu'il va falloir créer l'envie de se mobiliser et de créer tout bêtement l'envie d'aller vers ce but commun d'une sobriété choisie et heureuse. Et pour ça, il va falloir probablement plus partager le leadership. Alors je dis tout pointe, je ne sais pas si tout pointe, mais en tout cas j'ai identifié 7 axes qui pointent clairement dans cette direction. Le premier de ces axes, c'est le constat fait par tout le monde qu'en matière d'innovation vers la sobriété, ça se passe sur le terrain, ou en tout cas dans la confrontation d'aujourd'hui des gouvernances, on va dire, dans des bureaux, avec ce qui se passe concrètement sur le terrain. Il faut donc en fait partager le leadership, parce qu'il faut en fait partager les points de vue pour avoir une innovation en matière de sobriété. Alors, je peux vous donner un exemple très concret, hein, dans le cadre de mes activités. On a une entreprise de restauration collective. On s'est rendu compte qu'il y a des fours, ou en tout cas un tas d'appareils électriques qui restent allumés extrêmement longtemps, et plus que le temps nécessaire quand on regarde depuis un bureau sur le papier combien de temps ces appareils devraient être allumés. En fait, on s'est rendu compte que c'était lié à une organisation du travail qui s'était mise en place, où on allume les appareils électriques, on fait ce qu'on a à faire, etc. Et on les allume dans l'optique de dire il faut qu'au moment où j'en ai besoin, il soit chaud. On s'est posé, on s'est dit mais comment ça se fait qu'ils soient allumés plus longtemps, etc. Et en fait, tout était lié aux histoires des temps de pause. C'est-à-dire que le temps de pause était mis à un moment de la journée qui faisait qu'on l'allumait avant, comme ça quand on revenait c'était chaud, c'était pratique. Et en fait, le fait de décaler le temps de pause un peu plus loin, solution qui évidemment depuis un bureau était un peu compliquée à concevoir, on s'est rendu compte qu'en fait, ça permet de finaliser, de l'allumer à notre moment, de faire le travail et de l'éteindre quand on part en pause. Et donc ce temps de pause, qui est quand même 20-25 minutes, où les appareils étaient un peu allumés pour rien, on l'économise. Ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu être inventé depuis un bureau. Il faut évidemment, quand on dit leadership, c'est aussi prise de décision, construction de la décision associée. Bon, c'est un peu un lieu commun, mais il fallait quand même le dire. Deuxième chose, pareil, lieu commun, face à la sobriété en matière environnementale, on a un enjeu de complexité. C'est-à-dire que si c'était simple d'envisager le fait de consommer moins de ressources et d'énergie pour vivre aussi heureux et aussi confortablement, on l'aurait déjà fait. C'est extrêmement complexe, et comme on a plutôt tous pas vraiment envie de vivre moins longtemps, vivre moins heureux, il va vraiment falloir mobiliser énormément de compétences différentes pour élaborer des solutions. Donc là, c'est plutôt une histoire de partage de compétences dans le cadre d'un processus de décision, et donc c'est là où on intervient en leadership partagé. Là aussi, je peux vous donner un exemple qu'on vit, nous, dans le groupe SOS. On y croit beaucoup à cette question de mélanger les expertises pour innover. On a des équipes qui travaillent dans des crèches, on a des équipes qui travaillent sur la question du handicap des enfants, et en les regroupant, elles ont imaginé quelque chose auquel on n'aurait probablement pas pensé, c'est-à-dire plutôt que de faire des structures dédiées aux enfants porteurs d'un handicap, l'idée a été de se dire, mais en fait, il faut qu'on mélange les expertises et qu'on crée des équipes mobiles qui vont venir former les personnels dans les crèches et qui vont éviter, c'est là où ça rejoint la question de la sobriété, de construire, même physiquement, des espaces dédiés. Et puis, au-delà de la sobriété, beaucoup d'autres intérêts à ces questions, mais je me concentre sur ce point. Troisième axe qui pointe en direction de la nécessité d'un leadership partagé, c'est évidemment la notion d'appropriation de ces enjeux, puisqu'en gros, ça va quand même demander des efforts, ne serait-ce que l'effort de changement. Et donc, si on veut que l'intégralité des personnes dans une organisation se mobilise en vue de cette transformation vers la sobriété, il faut qu'ils soient persuadés de l'intérêt collectif et aussi un peu l'intérêt pour eux. Et donc pour ça, il faut qu'ils aient, on le sait, participé le plus possible à la décision pour s'approprier l'objectif commun. Ces trois-là, ils étaient faciles. Ça devient plus compliqué sur la suite. Il y a une notion dont on parle beaucoup en ce moment, qui est la grande démission, la désaffection pour les carrières classiques. Vous avez vu, je pense tous, les récents discours des jeunes diplômés dans les grandes écoles de ce pays. Mais c'est un peu vrai partout, c'est vrai dans tous les pays, c'est vrai en Chine, c'est vrai au Japon, c'est vrai aux États-Unis. Il y a un vrai enjeu de profil psychologique, si on peut le dire comme ça, des nouveaux entrants sur le marché du travail, et particulièrement les talents. Alors on parle beaucoup des talents, mais en fait c'est vrai de tout le monde. Dans le groupe SOS, les premiers métiers, c'est aide-soignant, infirmier, éducateur. On retrouve exactement le même profil psychologique, qui est de dire, en fait, pourquoi je vais me lever le matin pour aller sur ordre d'autrui, avec des moyens que j'ai pas vraiment choisis, contribuer finalement à une grande destruction de la planète. Ça ne mobilise pas. Donc on a un vrai enjeu
de redonner du sens au travail. Et pour redonner du sens au travail, on a une génération qui non seulement veut un but qui a du sens, mais veut l'avoir co-construit. Il y a vraiment cette logique de je veux faire la différence, je veux avoir un impact, moi, à mon niveau, et donc je veux en avoir décidé. Donc là, on a une vraie réflexion à conduire sur comment on fait que dans chaque poste d'entrée y compris, on restitue à quelqu'un qui travaille la capacité de donner soi-même un peu plus de sens à sa manière de travailler et à son quotidien. Ce qui veut dire là une logique de leadership partagé au sens d'un partage des responsabilités. Et ça va être le plus complexe, puisqu'évidemment en face, on a des directions qui ont été élevées dans un autre monde où ils se sont quelque part un peu privés. Au moins, ils étaient jeunes entrants dans l'espoir que plus tard, ils auraient un peu les pleins pouvoirs. Et eux, il faut leur dire ah, désolé, changement de paradigme, vous avez été du mauvais côté de la barrière les 2 fois. À l'entrée, vous étiez dans une situation où le rapport de force était favorable à l'employeur. Puis maintenant que vous êtes recruteur, eh ben, le rapport de force était favorable au recruteur. Désolé, c'est la génération de transition. Mais c'est aussi la génération qui a le pouvoir de montrer que c'est possible. Il y a une autre chose qui pointe en direction de la nécessité du partage du leadership, c'est la question de justice sociale et la question du partage des efforts. Alors, je ne vais pas reprendre les polémiques récentes sur les jets privés, je vais plutôt vous renvoyer à la tribune des dirigeants du MIF, c'était dans le journal du dimanche, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Et dans Le Monde, sur la sobriété salariale. Alors, on parle beaucoup de cette dimension salariale, je pense que ce n'est pas la seule. C'est-à-dire que, je pense, mais c'est pas moi qui pense, hein, c'est la recherche académique, montre que évidemment le salaire, ça cristallise beaucoup de choses, mais c'est particulièrement vrai en Europe, c'est pas ça qui fait que les gens se lèvent le matin et sont le plus heureux au travail. Ça en fait partie, mais c'est pas la seule chose. Et donc pour moi, la logique, c'est plus un partage des efforts et des récompenses. C'est des 2 côtés. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour cette grande transformation, modifier nos manières de fonctionner. Et donc effectivement, si on n'a pas l'impression que les efforts sont à peu près équitablement répartis et que les récompenses qu'on peut en retirer ne sont pas justement redistribuées, on va moins se mobiliser. 6e axe, c'est la question de l'identification. Alors là aussi, on en a beaucoup parlé avec la question de l'Ukraine, on l'a déploré, comment se fait-il qu'on se mobilise plus pour l'Ukraine que pour le Yémen? C'est un phénomène là aussi très étudié en recherche, c'est humain, on se mobilise plus quand on s'identifie plus aux personnes qui sont concernées. Et là, on a une problématique, c'est qu'on le sait aujourd'hui, le leadership n'est absolument pas représentatif de la population générale, et donc on a énormément de gens qui ne vont pas naturellement, ou par ces mécanismes du cerveau, s'identifier facilement aux gens qui aujourd'hui sont en position de leadership. On a donc un enjeu de meilleure représentativité, et donc quoi de mieux que de partager de manière collégiale la gouvernance pour que dans une organisation où on aura de toute façon des profils très divers, vu la masse de personnes engagées, qui puissent non pas s'identifier au seul leader charismatique, homme blanc de plus de 50 ans dans l'organisation, mais à un collectif de dirigeants dont certains leur ressembleront plus et dont ils pourront se sentir plus proches et donc être plus entraînés dans cette grande démarche de transformation. Donc on a vraiment cette logique du partage de l'incarnation du leadership qui, on le sait, est puissant et dont il faut qu'on se serve. Et puis dernier point, c'est évidemment la question de l'exemplarité. Et là, c'est un peu twisté, c'est la logique de dire partager le leadership, c'est pas naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense leader, on pense effectivement toujours cet homme blanc charismatique, fondateur de grandes multinationales, GAFA, etc. Et de manière générale, on pense à un type de pouvoir qui est assez toutipotent, qui mobilise dans sa personne la capacité à la fois de définir la vision et le chemin pour y arriver et les méthodologies qu'on va employer. Et là, la logique, ça va être de dire, l'exemplarité, ça va être de montrer qu'on peut changer dans quelque chose qui, comme ça, a priori, pas forcément favorable. Si le leadership lui-même arrive à dire, en fait, aujourd'hui, effectivement, je suis un peu toutipotent et je suis pas trop remis en cause dans mon organisation, dans le fait de définir où on va et comment on y va. Si j'accepte moi-même de changer et de me dire, en fait, je vais travailler différemment en tant que leader, je montre la voie du fait qu'on peut changer pour quelque chose qui apparaît quand même un petit peu moins confortable au départ, mais qui va se révéler plus efficace. En tout cas, dans cet objectif commun, et c'est ça qui est l'enjeu, il faut un leadership absolument convaincu qu'il faut aller vers une sobriété heureuse et choisie. Voilà ces 7 axes qui pointent pour moi en direction de cette nécessité du partage du leadership. Et donc, pour donner la parole à mes acolytes, je pense que la question n'est plus tellement de savoir s'il faut, oui ou non, mieux partager ou plus partager le leadership. La vraie question, c'est comment.
très concrètement comment on s'y prend. Et c'est là, je pense, où cette masterclass a de l'intérêt, c'est d'écouter ceux qui concrètement ont fait des expérimentations en la matière et qui vont pouvoir nous aider à comprendre les écueils à éviter, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qu'on peut retenir comme leçon. Un grand merci Céline pour cette introduction. On voit qu'il y a énormément... Ouais, on peut l'applaudir. Merci. On voit que c'est un sujet, comme je le disais, extraordinairement vaste et complexe. Et merci d'avoir dessiné ces 7 un peu de dimensions. Il y en a peut-être encore d'autres qu'on n'imagine pas. Mais on voit qu'on peut aborder effectivement cette thématique du leadership sur plein de dimensions. Et c'est ce qu'on va essayer d'illustrer toutes dès à présent, en tout cas avec nos 3 intervenants. Et je vais commencer par toi, Thomas, en tout cas, pour illustrer justement au sein de ton organisation un cas de transformation d'entreprise et de leadership. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Merci Eric. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Du coup, je suis le cofondateur de OE. On est 20 personnes, on est à Lyon. Et je voulais vous donner un exemple concret, là, qu'on a vécu dans les 2 dernières années, et quelques learnings derrière. On a recruté Sonia chez nous, qui est venue à la préparation de commandes, qui est le job le plus simple chez nous. On a nous-mêmes notre logistique, donc elle prépare les cartons et puis ça part tous les jours. Sonia, elle est à fond zéro déchet. Et quand elle est venue dans l'entreprise, on a senti qu'elle était très cohérente avec ce qu'on voulait servir de ce côté-là, mais sans trop encore avoir d'action forte et majeure sur ce thème. Et Sonia, elle est venue, elle préparait ses commandes, et elle nous a dit « Ah bah ce scotch, je vais le virer. Ah ces gants-là, je vais les changer. Ah, ce truc-là, en fait, j'en ai plus besoin. » Et puis petit à petit, elle nous a demandé des choses et nous, on lui a dit, mais fonce, vas-y, continue, sois plus radical, va plus loin, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Et 2 ans après, eh bien, on est la première marque de vin en France à travailler l'absolu zéro déchet. On avait déjà mis en place la consigne, mais maintenant, on va bien plus loin en temps full zéro déchet. Et ça, c'est possible parce que Sonia, sur quelque part le job le plus simple, a rendu ça possible. Et ça n'a pas été simple parce que elle a peut-être d'autres manières de faire que nous, d'autres logiques. Mais ce qu'on a cherché à faire, c'est vraiment nous les managers, on va dire, nous se mettre au service de ces intuitions et de cette vision partagée, parce qu'on savait qu'on voulait avancer, qu'on devait avancer vers l'absolu zéro déchet. Et donc, à la fois, on l'a mis en confiance, on lui a donné les outils ou les budgets ou le temps nécessaire pour qu'elle puisse rendre ça possible. Et on lui a demandé toujours comment tu peux aller plus loin. Et donc, il y a vraiment peut-être 2 choses. À la fois, c'est vraiment le principe de subsidiarité, c'est de confier aux personnes les plus proches de l'enjeu les décisions ou la possibilité de tester, d'apprendre, de faire des erreurs. En plus de ça, vraiment donner la confiance, lui dire fais des erreurs, vas-y, apprends, teste, essuie les plâtres, fais des choses qui ne sont pas scalables, et on va apprendre et on va discuter et on va aller de l'avant ensemble. Et en parallèle de ça, on a chez OE on travaille avec les OKR, donc Objective and Key Results, donc tout un cadre d'objectifs et de petits résultats qui nous permettent de bien cadrer les choses. Et donc chaque trimestre, on voit avec chaque équipe, au sein de l'équipe, qu'est-ce qu'on a dans les mains, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme objectif. Et donc on donne quand même un cadre. Là, Sonia et toute l'équipe logistique, on lui a donné un cadre commun, co-construit, avec des deadlines, avec des objectifs, etc. Et donc cette subsidiarité, ce don de confiance peut-être, et puis cette transparence sur les objectifs nous a permis de rendre ça possible. Et vraiment, alors qu'elle est venue sur un job peut-être le plus simple, qu'on pourrait croire dévalorisé, elle a transformé l'entreprise et transformé le produit OE, parce que maintenant on vend ça à d'autres partenaires et ça change la donne. Et je trouve ça assez merveilleux de voir qu'une personne vue dans d'autres entreprises très lambda, en fait peut transformer une boîte, quoi, si on lui donne cette capacité-là. Et cet exemple de Sonia, on l'a sur d'autres périmètres, parce que c'est vraiment la culture de la boîte maintenant. C'est de voir qu'est-ce que j'ai dans les mains dans mon périmètre, comment je peux mettre au profit du bien commun, et de muscler ce jeu-là tout le temps. Et donc nos commerciaux, ils vendent la consigne, ils vendent le zéro déchet, ils vont plus loin là-dessus. Et c'est comme ça sur tous les périmètres, quoi. Et c'est une chance qu'on a, à la fois parce que ça rend possible des choses, c'est très bon pour le business aussi, mais tout le monde est tout le monde gagne en confiance, tout le monde est heureux de vivre ça. Sonia, je peux dire qu'elle est heureuse d'avoir fait ce chemin-là, mais je pense que quand même, elle l'est, et tout le monde y contribue, quel que soit notre niveau. Et donc, effectivement, ça donne un sens tout autre au travail. Tout ça, c'est très transparent, donc tout le monde cherche aussi à s'entraider, tout le monde se réjouit des petites victoires des uns des autres, et donc ça met
une sorte d'effervescence dans l'équipe qui nous permet de peut-être déplacer des montagnes, en effet. Merci Thomas pour ce partage effectivement sur comment transformer son entreprise avec l'ensemble de ses salariés en fait, et pas se dire que c'est uniquement effectivement la direction qui lance ce genre de projet. Ça peut partir de la base et c'est vraiment une belle application du principe de subsidiarité. Ouais. Merci à toi. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire une petite chose importante, c'est qu'il y aura un petit moment qui sera court, désolé parce que le timing est assez serré, un petit moment de questions-réponses et de l'outil qu'on va utiliser pour cela, c'est l'outil Klaxoon qui va vous permettre en tout cas de noter vos questions et voilà, donc vous pouvez les mettre au fur et à mesure des interventions et on traitera peut-être deux ou trois questions en tout cas à la suite. Donc je vous invite soit à scanner le code barre, si on peut le remettre, ou à aller avec vos smartphones sur klaxoon.com et à noter le mot de passe que vous voyez affiché là en dessous, YPUJHVN. Voilà. On vous le remettra, de toute façon, au moment aussi du petit temps de questions-réponses. On va passer la parole à un deuxième intervenant. Donc, autre éclairage sur le leadership sobre et le leadership partagé. Mathieu, tu veux nous parler de quelque chose qui est aussi spécifique à Ticket for Change, c'est l'activation des talents. Activer les talents, activer le leadership. Comment on va dire ces deux choses, on va dire, interagissent entre elles. Voilà. Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, je vais témoigner rapidement du chemin de mise en place de ce leadership partagé, de cette gouvernance partagée chez Ticket for Change. Donc Ticket for Change, notre mission, c'est d'activer des talents pour contribuer à résoudre les grands enjeux sociaux et environnementaux, pour que chacun trouve ses talents et par son travail y contribue. Et donc, en fait, c'est essentiel que dans nos fonctionnements du quotidien, on puisse incarner ça, et on permette à chacun de trouver ses talents et de les développer et de se révéler. C'est essentiel de le vivre et puis ensuite de le transmettre dans nos programmes. C'est essentiel cette question du leadership partagé parce qu'on est 25 salariés et on a 120 000 bénéficiaires à date sur les 8 années, les 9 années qui viennent de s'écouler. Donc on a besoin que chacun de ces 25 salariés soit une ou un leader. Donc on a besoin de ce leadership partagé et que chacun puisse prendre les bonnes décisions à son échelle. Du coup, je vais vous partager 2-3 apprentissages de ce chemin de mise en place de ce leadership partagé qui s'est fait en plusieurs étapes. La première chose, c'est ce qu'il y avait donc, premier apprentissage, c'est partir d'une culture qui encourage ce leadership partagé. Donc ça, c'était quelque chose d'inné qui est au cœur de notre ADN. Donc, très concrètement, 2-3 exemples. Quand on recrute, le recrutement, c'est la clé. Si on veut ensuite partager le leadership, parce qu'il faut les bonnes personnes. Donc, aller interroger des personnes aller trouver des personnes qui sont profondément motivées par la vision, la mission et qui ont les valeurs et auxquelles on va demander ce qu'elles ont envie d'apporter, quels sont leurs talents et ce qu'elles ont envie d'apporter. Et c'est pas grave si elles n'ont pas eu le parcours tout parfait auparavant, avec tout le CV parfait et les compétences spécifiques toujours qu'on requiert. Ça peut s'apprendre en développant son leadership. Par contre, il faut les bonnes personnes qui ont le bon état d'esprit et qui ont l'envie. La deuxième chose, c'est on investit pas mal de temps, on laisse pas mal de temps et de liberté pour que chacun sur le développement personnel, pour que chacun trouve ses talents et trouve sa voie. Et donc, par exemple, on a un programme avec un partenaire qui s'appelle l'Institut Aristote, où on a un parcours de 6 mois pour toute personne, du stagiaire aux différents dirigeants de l'organisation, pour trouver ses talents. Donc on est accompagné par des coachs professionnels, individuellement et collectivement, pour que chacun trouve ses talents. C'est essentiel, parce que si c'est ça qu'on apporte dans le programme, il faut que chacun les fait dans l'équipe. Et on investit du temps pour que chacun ait le temps de faire ça. Et puis les évolutions, les entretiens annuels, on va les questionner les envies. Qu'est-ce que tu as envie de développer et où tu sens que tu as une appétence et que tu as envie de creuser par rapport à tes talents, où est-ce que tu as envie de développer pour la suite. Et on va essayer de construire des missions évolutives en fonction des besoins de l'organisation, mais profondément des envies des personnes. Donc ça, c'est clé pour que les personnes, soient les bonnes personnes, soient à la bonne place à leur plein potentiel. Ça, c'est la culture. On avait ça initialement depuis le début, en quelque sorte. Par contre, chemin faisant, deuxième apprentissage, on a dû construire une organisation, une gouvernance qui correspondent, qui permettent, qui encouragent le leadership partagé. On a eu plusieurs étapes, et aujourd'hui, pour vous raconter, donc ça s'est construit, et pour vous décrire un petit peu l'organisation qu'on a construite aujourd'hui, en fait, on a, et ça rebondit sur différentes choses, on a 7 équipes d'environ 3-4 personnes,
qui ont des raisons d'être spécifiques chacune. Et l'idée, c'est que le plus de décisions possibles se déroulent au niveau de ces équipes. Donc c'est la même chose, c'est qu'on fait confiance aux personnes, au terrain, à ce qui remonte de nos bénéficiaires. Le plus de décisions possibles sont dans les équipes. Ensuite, par contre, il y a besoin de certaines décisions il y a besoin d'une vue d'ensemble, quand ça concerne le budget global, quand ça concerne la stratégie globale, etc. Donc pour ça, on a changé notre comité de direction, qui ne s'appelle plus comme ça, qui s'appelle un cercle stratégie, où une personne de chacune de ces équipes est représentée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un leadership tournant, puisque c'est ce qui permet d'identifier ces différentes personnes. Donc c'est 7 plus une personne, c'est Eric qui anime ce cercle de décision. C'est que c'est une élection sans candidat qui permet d'identifier dans chacune de ces équipes, il y a environ 4 personnes, on dit, on pense que pour 2 ans, ça va être toi la bonne personne pour nous représenter, porter nos sujets et apporter ta vision. Et ça, du coup, ça peut tourner. Et donc, ça permet d'être en position de décision, à la fois dans son équipe et parfois avec une vision globale. Ce qui est important, c'est que on s'entoure des bonnes méthodologies, et puis on a recruté des personnes plus expérimentées que nous, les cofondateurs, par exemple Eric, pour animer les bonnes prises de décision. Ensuite, un autre exemple, c'est on va encourager l'intrapreneuriat ou le développement de projets, où les personnes vont porter des projets de A à Z et donc vont apprendre les différentes dimensions, et c'est en faisant qu'on devient leader, et donc on va permettre à chacun d'apprendre et de se développer. Et enfin, un autre exemple, le fonctionnement par rôle. Donc je l'ai un petit peu dit avec le cercle stratégie, mais on a des rôles, on peut avoir 2, 3 casquettes, 2, 3 rôles, et puis elles sont évolutives au fonction des moments, donc on n'est pas directeur X, directrice X, et avec tout un périmètre, on peut cumuler un rôle au cercle stratégie, un rôle de plaidoyer en externe, et puis ce rôle, par exemple, peut évoluer si quelqu'un d'autre va le prendre demain. Donc on se passe ces rôles au fur et à mesure. Ça permet de faire tourner le leadership et d'apprendre des nouvelles dimensions dans les différents métiers. Et pour finir, ce sera ma conclusion et peut-être le 3e apprentissage. Dans toute cette affaire de leadership partagé, tout est question d'équilibre. Donc l'enjeu, c'est de trouver le juste milieu. Pour moi, le grand apprentissage, c'est que c'est un effet de balancier. On a eu plusieurs étapes. On est allé trop loin dans certains moments, pas assez loin dans d'autres. Et donc, pour utiliser une image, quand on est trop horizontal, pour moi, le risque, ça peut être de trop s'étaler, entre guillemets, et de trop se disperser. Et il peut manquer une direction claire qui emmène tout le monde. Par contre, quand on est trop verticaux, on peut laisser trop de personnes de côté. Donc on peut aller plus vite, mais on va laisser des gens de côté. Et donc on va être trop peu focalisé sur le comment, qui est essentiel. Donc c'est trouver cet équilibre-là. Et donc c'est avec des tests progressifs où on rééquilibre en permanence. C'est des organisations qui doivent être vivantes. Et donc on apprend en permettant à chacun de donner son regard pour améliorer l'efficience du tout. C'est un petit peu comme le leadership. Parfois il doit être participatif, et puis parfois il doit être un peu plus directif quand il y a besoin. Parfois il doit être adaptatif. Par contre, la conviction, c'est quand même qu'il doit être participatif la grande majorité du temps pour permettre à chacun d'être à la bonne place. Voilà pour ces quelques apprentissages de ce chemin-là. Un grand merci Mathieu pour ce partage. On a vu quand même que activer le leadership, ça passe aussi par activer les talents. Et également que finalement que ce partage du leadership, c'est quelque chose de vivant, quelque chose de jamais vraiment terminé, sur lequel on se pose toujours des questions. Et c'est un peu justement, Youssef, ce que tu voulais effectivement nous témoigner comme exemple, parce que le groupe Hub, c'est comme une société coopérative qui existe depuis les années 60, donc il y a une longue expérience du leadership partagé. Mais en fait, c'est un sujet qui n'est jamais, on n'est jamais vraiment arrivé à destination. Donc c'est un sujet sur lequel on est sur un processus d'amélioration continue. Et justement, je te laisse la parole pour nous parler un petit peu de ça. Merci à toi. Merci Eric. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, je préside le groupe Up. Le groupe Up, donc c'est l'ancien groupe Chèque Déjeuner. Donc notre métier, c'est de proposer aux entreprises, aux collectivités locales, des produits à vocation sociale, globalement, en particulier avec les produits emblématiques que sont le chèque déjeuner ou le chèque CADOC, mais aussi toute une série ensuite de produits qui sont adaptés aux besoins, soit des entreprises, soit des institutions ou des collectivités locales. Ce métier-là, nous l'exerçons depuis 58 ans, et c'est vrai que le mode d'organisation que nous avons
choisi il y a déjà 58 ans, c'était de se développer sous la forme de SCOP, donc Société coopérative et participative, donc une coopérative de salariés, où les salariés sont propriétaires de l'entreprise. Bien évidemment, ce sont ceux qui sont dans la SCOP, parce que c'est vrai que notre groupe, depuis 58 ans, s'est énormément développé. Aujourd'hui, on est présent dans une trentaine de pays où nous développons les mêmes produits. Mais malgré tout, la structure, la tête de réseau, la tête de pont, c'est cette SCOP qui est en France et qui administre le groupe, administre la coopérative et le groupe. Si c'est une SCOP, ça veut dire que c'est une organisation démocratique, hein, où le salarié participe à la vie de l'entreprise et il est citoyen de l'entreprise et donc à un moment va décider de ceux qui vont administrer l'entreprise pour lui. Donc tous les 4 ans, le conseil d'administration est élu, ce conseil d'administration est composé de salariés et ce conseil d'administration désigne son président pour diriger le groupe sur les 4 ans qui viennent. Voilà, ça c'est notre organisation. Donc vous voyez bien qu'effectivement, un leadership sobre, si c'est un leadership partagé, hein, si c'est un leadership effectivement qui est collégial, bah nous avons effectivement ces caractéristiques-là dans notre ADN, hein, puisque le leadership, il est naturellement, il est orienté, il est confié, il est donc partagé, parce que ce sont d'abord, à la base, les sociétaires, les salariés sociétaires qui vont décider de qui va organiser ensuite, gouverner l'entreprise par ses administrateurs et qui va l'incarner, qui va le représenter, son président. Toutefois, pour faire fonctionner notre entreprise, on a conservé effectivement une logique où il y a 4 éléments importants. D'abord, il ne faut pas oublier, les salariés sont d'abord salariés. Ils sont certes sociétaires, mais on a besoin d'avoir, pour mener ce leadership partagé, on a besoin d'avoir des salariés engagés. Dans un premier temps, il y a une trentaine d'années, c'était plutôt des salariés militants. Aujourd'hui, c'est plutôt ces salariés qui, effectivement, quand ils rentrent dans notre entreprise, dans notre coopérative, bah là, ils sont naturellement engagés. Il faut effectivement qu'ils s'impliquent dans la vie de l'entreprise. Bien évidemment, cette implication doit se faire en coordination avec les managers. Hein, donc il y a un rôle très important où le management est un management qui doit essayer, c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours facile parce que la dualité, quand je suis salarié, quand je suis sociétaire, parfois ça peut être compliqué. Mais là, on a besoin ce qui est la caractéristique d'une coopérative de salariés, hein, d'une grande intelligence collective. Donc le manager doit composer et doit organiser ses équipes et son service pour aller dans une direction où le manager fait les choix, mais malgré tout, il doit faire attention et il doit tenir compte aussi, effectivement, de ses équipes pour pouvoir prendre ses décisions. Et puis, il y a un autre élément aussi dans une scope comme la nôtre, c'est l'importance du dialogue social. L'importance, effectivement, dans un management ou dans un leadership partagé, de tenir compte aussi des partenaires sociaux. Donc, les représentants du personnel sont associés. Le plus possible, moi-même, en tant que président de la coopérative, je préside le comité d'entreprise, le CSE, hein, le comité social et économique, et j'y assiste au même titre que j'assiste au conseil d'administration, parce que ce sont 2 organes élus. Hein, les IRP sont élus, le conseil d'administration est élu, et moi je préside ces 2 instances pour pouvoir veiller à ce que la manière de diriger l'entreprise, la manière de gouverner l'entreprise soit collégialement et qu'on soit aligné. Là aussi, tout ça, c'est une belle image. Au quotidien, bah, c'est du boulot, ça nécessite effectivement beaucoup de conviction, de négociation, de discussion. Mais bon, ça fait 58 ans, donc on y arrive. On y arrive. Et le dernier élément, bah, c'est la gouvernance. Le conseil d'administration est élu. Donc ce conseil d'administration va, pendant 4 ans, prendre des décisions, orienter le groupe. C'est lui qui a été à l'origine de développer l'internationalisation du groupe, de faire des choix de transformation. Et à un moment, comme nous expérimentons en permanence le leadership, à un moment, une coopérative, bah effectivement, la coopérative d'il y a 50 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui. Parce que les états d'esprit ont changé, les mentalités ont changé, les typologies de collaborateurs et les typologies de personnes ne sont plus les mêmes. Comme je vous ai dit, il y avait plutôt une culture militante, aujourd'hui c'est plutôt une culture engagée.
Donc il faut effectivement adapter nos organisations et puis il faut les adapter aussi au monde dans lequel on vit. Hein, aujourd'hui, les questions sur la démarche RSE, sur la manière effectivement d'associer les salariés sociétaires à la vie de l'entreprise ne sont plus les mêmes qu'avant. Des sujets comme le télétravail, etc., comme tous, hein, viennent impacter et nous interrogent sur comment on va gouverner l'entreprise. Et le choix qu'on a fait dans cette question de leadership, c'est que très longtemps, le président était président-directeur général. Il concentrait les pouvoirs. Bien évidemment, il y avait un conseil d'administration qui veillait à l'équilibre, à la balance. Mais on voyait bien qu'effectivement, les sujets sont de plus en plus compliqués et que l'éventail des problématiques à traiter nécessite d'aller encore plus loin dans le partage, d'aller encore plus loin dans le fait de mieux équilibrer les décisions et le pouvoir qui est attribué au président-directeur général dans le cadre de la mission que lui confie le conseil d'administration. Et au 1er janvier, la décision qu'on a prise, et donc ça c'est un exemple aussi d'évolution hein, pour une entreprise qui a 58 ans, une SCOP qui a 58 ans, c'est de dissocier les mandats. Hein, et donc depuis 6 mois, depuis un peu plus d'ailleurs, depuis 8 mois maintenant, j'occupe la fonction de président et on a confié la fonction de directeur général à une autre personne pour permettre au conseil d'administration d'être encore plus arbitre des décisions. Et comme le conseil d'administration est l'émanation du choix des salariés sociétaires, ça nous permet de pouvoir mieux répartir la charge, mieux répartir le poids de la responsabilité dans une période, vous le savez, qui est quand même une période où il y a beaucoup d'interrogations, où tout ne peut pas reposer sur une personne, même si nous avions des organes de décision collégiale. Et c'est une évolution qui marque bien le fait que nous nous adaptons. Une coopérative de 58 ans, une coopérative de salariés de 58 ans s'adapte au monde dans lequel il vit et essaye effectivement de penser sa gouvernance, de penser son organisation, de penser son management, non pas comme on le faisait il y a 30 ans, mais comme aujourd'hui nous pensons hein, qu'il faut le mener. Et cette évolution peut-être continuera à se faire en fonction aussi de l'adaptation que nous devons faire. Et je pense, pour conclure, qu'un leadership sobre, un leadership partagé, c'est aussi un leadership qui s'adapte en permanence au monde dans lequel nous vivons. Un grand merci, Youssef. Je vous propose quand même qu'on applaudisse en tout cas nos 3 intervenants, parce qu'on a un éclairage très très riche. Merci à eux aussi de témoigner de ce qu'ils ont vécu, de ce que leur entreprise a traversé. Et on voit bien que le leadership, en fait, touche toutes les dimensions, en tout cas des organisations, qu'elles soient petites ou grandes, et que c'est un très très vaste sujet qu'on ne termine jamais vraiment. On va prendre vraiment un petit moment pour prendre peut-être 2 ou 3 questions dans la salle. Une première question, est-ce que votre équipe a déjà pris des décisions avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord? Comment cela s'est passé? Qui a envie de répondre à cette question? Youssef, à toi. Vous savez, la démocratie, c'est effectivement accepter que des équipes à qui on donne de l'autonomie et à qui on fait confiance prennent des décisions qui ne correspondent pas forcément toujours à ce que vous auriez aimé avoir comme orientation. Hein. Mais donc oui, régulièrement, il y a effectivement des décisions qui sont prises. Mais il faut laisser le corps les corps intermédiaires et le système fonctionner, parce que finalement, vous l'avez dit tout à l'heure, on est en permanence en processus d'amélioration continue. Prendre des décisions, faire prendre des décisions et les mener, ça permet peut-être parfois de constater que ce n'était pas la bonne décision, mais ça fait progresser, ça fait évoluer, ça permet effectivement d'avancer. Donc oui, souvent, il y a des décisions qui sont prises pour lesquelles je ne suis pas d'accord, mais mon rôle n'est pas de bloquer le système. Merci pour cette réponse très concrète. Une deuxième question. Jusqu'où va l'autonomie de l'équipe dans la prise de décision? Jusqu'où peut-elle décider en autonomie? Quel montage financier peut-elle engager, par exemple, sans l'accord en amont des managers? Voilà. Est-ce que peut-être Mathieu, tu peux peut-être. Je sens que tu as quelque chose à nous partager là-dessus. Alors, en fait, nous, on a passé pas mal de temps à mettre en place ce système pour qu'ensuite il tourne par lui-même, même si on l'améliore en continu. Mais du coup, on a listé un petit peu l'ensemble des décisions qu'on est amené à prendre dans l'année. Par exemple, engager une dépense, choisir le nom d'un programme, changer la nature du programme, recruter une personne, décider si on recrute une personne. Enfin, la liste, il doit y en avoir 100 à peu près dans l'idée. Et pour chacune de ces décisions, en face, on sait qui est à même de décider et de quelle manière. Donc c'est un peu laborieux à mettre en place. On n'a pas
pris les 100 et ensuite on a décidé pour chacune. Il y a des grands principes qui nous aident et ça nous a aidé à clarifier. Mais donc, concrètement, par exemple, dans notre gouvernance, les équipes, il y a un budget qui est proposé pour l'année suivante. À partir du moment où il est validé, c'est-à-dire l'ensemble passe, dans ce cas-là, l'équipe peut prendre toutes les décisions à l'intérieur de ce budget-là. Elle a toute latitude à l'intérieur de ce budget-là. Voilà. Par contre, si on va augmenter de 10%, soit on est en capacité cette équipe est en capacité de trouver 10% de revenus en plus, soit ça a des impacts sur les autres équipes. Donc là, ça passe au cercle stratégie parce que ça a des impacts plus globaux. Mais voilà, à l'intérieur du budget qui a été proposé par l'équipe elle-même et validé, toute latitude. Merci pour cette réponse. On va devoir malheureusement s'arrêter là pour les questions-réponses, parce qu'il nous reste un petit peu de temps. On va peut-être un tout petit peu déborder, peut-être au-delà de la demi, peut-être de 2-3 minutes, afin qu'on puisse aller passer à ce temps d'intelligence collective.